C'est parti. Jingle. C'est parti. Je m'appelle Jean-Marie, moi. il m'appelle Jingle maintenant. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes. Bonjour, bienvenue et bonne année. Le 31, c'était hier soir et on se réjouit d'être avec vous pour cette année 2021. Et dis donc, le temps passe vite. C'est bien, t'es d'accord? Bah oui, effectivement, le temps passe vite. Jérémy, salut, tu vas bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Ok, c'est En bien. pleine forme. J'en suis content, Super. j'en suis fort aise. Et toi, Jean-Marie? Oui, très bien. Très bien aussi, c'est bien. Net, efficace. Joy, Johanna, salut. Ça va, salut. Ça va? Ouais. C'est bien. C'est bien, bonne année. Merci, bonne année à toi. D'ailleurs, aussi. vous vous connaissez tous les deux? Oui, on se connaît, on se c'est juste pour côtoie. Ça va, ils se sont vus tout petits. On se côtoie régulièrement, vous savez. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, on va pouvoir aborder quelque chose de très chouette. C'est le thème de la gestion du stress par le cri. Pour commencer cette petite chronique, j'aimerais, vous savez que je suis friand des anecdotes, des choses insolites, et j'ai creusé un petit peu le sujet de la saison dans laquelle on est. Et il y a un homme qui a eu une idée lumineuse, c'est de créer une hotline donc aux États-Unis, et le but étant, il pousse à l'initiative de la scream therapy, c'est-à-dire la thérapie par le cri. Donc dans cette saison de Covid où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, il s'est dit, moi je vais aider la population, je vais créer un numéro de téléphone où après le bip, vous avez juste à pousser le plus gros cri que vous avez pour décharger et vous raccrocher. Et ensuite, vous pourrez le retrouver instantanément sur le site internet de cette personne. Alors, je me suis amusé à écouter quelques cris comme ça pour s'endormir. C'est plutôt agréable. Mais vous pouvez les écouter. Il y en a plein. Il y a des cris graves, des cris intenses, des cris tristes. Il y a vraiment plein de choses. Et le principe d'hurler pour évacuer le stress, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on pratique plus ou moins selon certains. Et je voulais vous poser la question, vous, est-ce que vous êtes alors déjà de manière un profil stressé? Est-ce que vous êtes des gens qui criez beaucoup? Voilà, dites-moi un petit peu. On va commencer par Johanna, parce que Johanna, je pense qu'à mon avis... Parce que tu me regardais, j'ai eu peur. Bah, merci. Je me suis dit, Non, je vais mais y passer. Est-ce que c'est un gros préjugé parce que je suis une femme? Oh, mais pourquoi tout de suite, tu vois? Tout de suite, elle pense ça, tu vois? Mais disons que les cris d'une femme, c'est beaucoup plus doux. Ah, Tu vois, donc beaucoup c'est plus plus agréable. Ah ouais, c'est Ouh, agréable, certes. c'est ça. C'est vrai que ça nous déjà. détend. Ça nous détend quand elle nous crie dessus. Moi, je ne pense pas être quelqu'un de nature trop stressée. Maintenant, peut-être qu'avec le temps, un petit peu plus, en m'étant mariée déjà. Et puis avec un bébé. Mais non, franchement, je suis pas de nature à crier. J'aime vraiment pas ça. Ah, tu cries pas? Presque pas, je pense pas. On pourrait demander à ton mari... Ouais, J'ai son numéro de téléphone, si vous vraiment. voulez. Je déteste les cris. Ok, Jérémy, toi, t'es un homme à cri. Non, je crie peu, mais quand je m'énerve, je crie, oui. Ouais. C'est surtout avec mes enfants. Mais non, Allez, je tiens, vais... raconte-nous une fois où vraiment t'as dû leur crier dessus, là. Ah, il y a une fois où j'attendais à la maison, ils devaient rentrer à 18h, donc ils étaient plus jeunes, hein, bien sûr, aujourd'hui c'est différent, mais ils étaient plus jeunes, ils devaient rentrer à 18h, parce qu'à 18h, il commençait à faire nuit. Donc c'était période, on arrivait vers l'hiver. Et à 20h, ils n'étaient pas encore à la maison. Et donc je suis parti partout en voiture, les chercher partout, et après, du coup, ils sont rentrés à la maison. Et là, ils m'ont entendu. Hein. Mais je pense même les voisins, ils m'ont entendu, et les voisins de l'autre rue m'ont entendu aussi. Et non, là, j'étais vraiment fâché. Et c'est vrai que sur le coup, moi, je suis pas de nature à m'énerver rapidement, mais c'est vrai que quand je m'énerve, après, je m'énerve vraiment. Et donc, du coup, je risque de crier un petit peu comme T'es ça. un sanguin? Un petit peu. Ah ouais. Ouais. Mais j'arrive à me maîtriser, mais je suis un peu sanguin quand même. Ouais. Jean-Marie, toi, comment tu gères? Ouais. Ah, tu vois. Mais non. Celui du son, à mon avis, il lui manque... Oui, pardon. Je pense qu'à la il lui technique, manque on a une quelqu'un oreille. qui saigne, là. Qui saigne de l'oreille. Ah non, il fallait que Non, quelqu'un- normalement, moi, je suis pas très très stressé. Ou en tout cas, ça se voit pas trop, quoi. Non, je criais. Brigitte, mon épouse, dirait que des fois, je crie. À mon avis, je crie pas. Je parle un peu plus fort. Mais normalement, non, je crie pas, non.
Mais comment vous évacuez le stress? Je sais par exemple, moi je suis pas quelqu'un qui crie beaucoup. Sylvia, donc mon épouse aussi, ça lui arrive de temps en temps de monter, de prendre un coussin, de crier toutes ses tripes dans son coussin. Donc son coussin, il en a entendu des vertes et des pas mûres à mon avis. Mais chacun a ses techniques pour décharger aussi le stress. Quand il y a du stress, il faut savoir aussi l'évacuer. Comment vous évacuez le stress? Alors moi, la meilleure façon pour moi d'évacuer le stress, c'est d'aller me promener dans la nature. Pas forcément de crier, mais c'est d'aller me promener tout seul. À côté de chez moi, j'ai de la forêt. Et là, je me promène et ça me déstresse en fin de compte. Et puis après, en même temps, ça me permet de prier aussi, parce que je crois que c'est aussi très important. Et voilà, en tout cas, moi, comment je fonctionne. Ok. Ouais. Joy, comment tu évacues ton stress? Il fut un temps où j'aimais bien aller courir. Mais ça fait longtemps que ce temps est révolu. Les arbres peuvent te dire combien de fois elle a Non, ça, il ne faut pas que mon mari l'entende parce qu'il va se moquer de moi sinon. Mais c'est vrai que ça marche bien. Je veux te dire qu'il va l'entendre. De toute façon. Mais je trouvais que ça marchait bien. Mais sinon, c'est pareil. Moi, la nature me fait beaucoup de bien. D'accord, mais après, sur l'instantané, allez, imaginons vous avez une situation hyper stressante qui s'installe d'un coup. Comment vous réagissez sur le moment, en fait, où le stress il monte et vous ne pouvez pas aller courir parce que vous êtes bidule dans l'église, vous êtes pris. Comment vous le gérez à ce moment-là si vous n'avez pas la forêt ou la course? Si c'est une situation qui me stresse à cause d'une tension avec une personne ou pas un conflit, mais un désaccord, on va dire, je vais politiquement correct, je vais partir. Pas trop loin, ouais, d'accord. Gentiment, je vais partir. Je vais dire, écoute, ça sert à rien, je m'en vais un peu et puis ou alors je fais semblant d'aller aux toilettes. Ça c'est... Moi, j'aurais besoin d'en parler. C'est pour ça que tu es tout le temps aux toilettes. Moi, j'aurais besoin de... Si je peux en parler, alors je vais peut-être... décrire ce que j'aimerais faire. Et il faut que la personne, en l'occurrence en général c'est ma femme qui m'écoute, mais et après il faut le prendre au deuxième degré parce que je risque de dire des choses que je projette de faire que je ferai jamais. Mais pas sur si le j'ai coup, trop envie de savoir. Mais sur le coup, ce que Brigitte a entendu. Je suis déjà en train d'imaginer, tu sais. mais voilà, sur le coup, puis après je dis mais non, je ferai pas ça moi. Donc tu l'évacues. Du coup, après ça va mieux. Donc tu l'évacues chez quelqu'un quand même. Tu en parles à quelqu'un. Voilà. Et si c'est vrai que parler tout seul, j'aime moins. C'est pas faux. Après ça arrive. En colère. C'est aussi la moyenne. Donc puis après, puis après honnêtement, si je suis très stressé, je vais prendre du temps avec le Seigneur et puis je lui explique mon truc. Ouais, je pense. En tout cas, c'est de réussir à trouver au moins un moment où on coupe tout et puis on se laisse du temps juste pour prier ou être seul. C'est ça. Moi, je sais que le fait juste d'être seul avec moi-même et tout ça, ça me fait beaucoup de bien aussi. Je veux dire, mais ça, c'est un vrai travail sur soi-même, parce que je sais que moi, avant, j'explosais en très peu de temps. Je veux dire, j'arrivais pas à contrôler mon stress et du coup, je m'énervais vite. Ouais. Aujourd'hui, j'ai appris à rester calme, à écouter, à parler doucement, voilà. Et même des fois, simplement à se taire, de ne pas dire de bêtises ou de ne pas trop crier, des fois de me dire, mais maintenant je me tais et je sors. Mais comme tu le disais tout à l'heure, Johanna, et on en reparle je plus quitte, tard, quoi. Ouais, pour pas déborder en fin de compte. Mais après, est-ce que, alors vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce que de temps en temps, exploser, c'est pas aussi, c'est pas mauvais. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un doivent évacuer par le cri, par exemple, tu vois. Je préfère ça qu'il me jette un couteau à la figure, mais qu'il puisse l'évacuer, l'extérioriser d'une façon qui peut paraître un peu violente à ce moment-là, ou quelqu'un qui doit taper dans un sac de boxe ou quelque chose comme ça. Bon, est-ce que c'est pas négatif aussi? Peut-être parce que je sais qu'il y en a qui doivent nous regarder en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, ceux-là? Mais je sais pas, Jean-Marie. Oui, moi je trouve que c'est bien. Johanna disait, moi, maintenant je cours moins, mais avant j'aimais bien. Des fois, quand je sens que dans ma tête, et moi j'essaye de travailler, puis j'ai l'impression qu'à un moment ça tourne en rond, je me dis, mais ça va plus, alors il faut que j'aille courir 1 heure. Tout d'un coup, ça me remet. Toi, tu vas courir? Court.
Ah ouais, moi je Ah courais. ben, et Jean-Marie, et c'est un grand marcheur, Jean-Marie. Non, non, mais marcher, mais ma- courir, Jean-Marie, eh ben, il fallait que je lance cette émission pour découvrir quelque chose comme ça. Mais tu as Non, devant mais alors toi là, un grand c'était- sportif. Il est moqueur, hein. Ah non, mais alors là, franchement, je Incroyable. t'assure, je le soupçonnais pas. Ah non. Ok. Et bon, enfin bref. Et donc. Bon, il a pris un peu et- d'âge, mais dans oui, le oui. temps. Dans le Non, temps. là maintenant, je cours plus beaucoup. Il était fort. Mais ouais, après ça, moi je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin même d'exploser ou c'est vrai que des fois taper sur un sac de sable, ça c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas négatif, quoi. Hein. Faut juste pas que ça fasse des dégâts sur d'autres personnes. Ouais, ouais, C'est surtout ça oui. qui est Bah oui. important. Faut Il y a mieux des- éviter. Oui, il vaut mieux éviter, Il y a mais des moments Mais où on peut après, garder tellement, garder et ne jamais rien dire, et qu'à un moment donné, justement, c'est carrément l'explosion totale. Et alors après, ça fait des fois des dégâts. Que de savoir aussi dire les choses tout de suite, même si des fois on doit le dire un peu plus fort, mais c'est ça. il vaut mieux le faire, quoi. C'est ça. Mais en fait, tu parles de stress. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un peu focalisé sur des situations de tension entre personnes, des conflits, en fait. Ah Mais non, le ça peut être de stress, tout. voilà, le stress, ça peut venir d'autres choses. Donc, crier avec quelqu'un ou sur quelqu'un, je trouve que dans ces cas-là, ça ne sert pas nécessairement à grand-chose. Ah, mais moi, même si c'est une tension avec une personne, crier sur la personne, c'est pas forcément bon non plus. Bah non. Oui, Ben, c'est ça. Mais ouais, ben oui, le stress, ça peut être trop de problèmes à gérer d'un coup. Et c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte où le stress, il est de plus en plus présent. Et malheureusement, moi, je me rappelle, quand j'ai été malade, la psy qui s'occupait de moi, Sophie, d'ailleurs, Sophie, si tu me regardes, je te salue, elle m'a donné une bonne image que j'emploie très régulièrement dans beaucoup de mes entretiens. C'est que l'humain, c'est comme une cocotte minute. Ouais. C'est-à-dire que plus tu as de pression, plus à un moment donné, il y a le danger que ça explose et il faut savoir évacuer la vapeur. Et il y a différents styles pour évacuer la vapeur. Ça peut être par le cri, par l'écriture, par un journal, par plein de choses. Mais si tu ne le fais pas, tu finis par exploser. Et chaque être humain est une cocotte minute, avec plus ou moins de capacité, mais il est une cocotte minute. Et c'est bien le danger, c'est ce que tu dis, Jérém, c'est que quand on ne le gère pas, ça peut faire des dégâts dramatiques dans des familles. Il y a eu des passages à l'acte violent, il y a eu beaucoup de choses dramatiques comme ça, mais même chez la personne aussi. Le stress peut créer des dégâts très conséquents, et justement j'aimerais qu'on puisse parler un peu plus de ça, parler du thème du burn-out avec quelqu'un qui... le burn-out, c'est une charge ou un stress trop conséquent dans le cadre du travail particulièrement, qui amène justement à l'installation du burn-out. Alors avant qu'on puisse recevoir Isabelle, juste vous donner quelques statistiques. 1 cadre sur 2 en France estime avoir été touché par un burn-out. 1 cadre sur 2. C'est énorme. 1 cadre sur 2. Et alors, si aucun chiffre officiel n'existe en France, l'Institut de veille sanitaire estime que 30 000 personnes sont touchées. Ça, c'est la statistique. Maintenant, écoutez bien. Or, ce chiffre semble minimiser la réalité. En effet, selon un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels, on serait plus proche de 3 millions de personnes. Ah, d'accord. Et il y a, en tout cas, on le sent, il y a une réelle pression dans notre société, et particulièrement en Occident. On n'a jamais le temps de quoi que ce soit, et ça doit tout le temps fuser. Et aujourd'hui, on peut nous déranger alors qu'on est à la maison, et avec le télétravail, n'en parlons pas. Et ce stress-là peut amener justement dans des dimensions telles que malheureusement le burn-out. Et j'aimerais pour ça en parler avec Isabelle, qui est avec nous justement du burn-out. Isabelle, salut. Bonjour Benjamin, comment tu vas? Ben moi je vais bien, et toi-même? Bien, merci. On est heureux de t'avoir avec nous. Alors Isabelle, tu es une paroissienne de l'église, et peut-être est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, et ensuite on va parler de ton histoire? Alors, me présenter, c'est peut-être un petit peu long puisque j'ai un certain âge déjà, mais c'est vrai que je connais la Porte Ouverte depuis 1982, donc je fais presque partie des meubles, et je suis assez fidèle à l'église parce que je trouve que l'église, elle est ouverte à tout ce qui est louange, à l'effusion du Saint-Esprit, aux dons, et c'est quelque chose qui m'a toujours convaincue au fond de mon cœur et de mon âme, parce que je pense qu'on est tous des humains et on a besoin de cette relation. Oh, bah ça c'est beau, dis donc. Excellent. Est-ce que tu peux nous partager, si on t'a fait venir, si je t'ai proposé de venir ici, c'est justement parce que tu as eu un épisode de burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux bien nous raconter un petit peu en quelques mots ce que tu as envie, hein, bien sûr. Oui. Alors, pour moi, cet épisode était très difficile parce que à cette époque-là, en 2012,
On n'en parlait pas vraiment, on ne s'était pas tellement connu ce burn-out. Et je sais que j'avais un collègue de travail qui m'avait dit Isabelle, tu es sur une pente, on dirait que tu vas faire un burn-out. J'ai dit mais non, Seigneur, il est bon, il va m'aider. Et puis du jour au lendemain, ben voilà, c'est arrivé et je me suis effondrée en larmes à mon travail. Et j'ai été pendant plus d'1 an à la maison parce que mon cerveau ne réagissait plus, je n'arrivais plus. Aucune pression n'était plus tolérée. J'avais trop emmagasiné, trop fait, trop longtemps. Trop longtemps tiré sur la corde, comme on dit. Et donc ça a duré 1 an, c'est ça? Oui, pendant 1 an, j'étais complètement à la maison. Et après, j'ai eu le droit à une réintégration professionnelle. Et c'était très, très difficile parce que j'étais fatiguée en un rien de temps. Et dès qu'il y avait une petite pression qui arrivait, c'était un blocage total. Comme tu le sais, je parle 2 langues étrangères et je ne pouvais plus parler une des langues du tout. Ça n'allait pas. Je comprenais encore la deuxième, mais ça s'arrêtait là. C'était vraiment un blocage total par rapport à tout ce qui concernait le travail. Je pense que j'ai mon cerveau qui a vraiment dit stop, tu veux plus, tu peux plus, on arrête là. J'étais fraîchement mariée, donc je me mariais dans cette année-là où j'ai fait le burn-out, l'année d'après, mais j'ai eu un mari qui était très gentil, qui a vraiment pris la relève à tout niveau et je peux que lui faire la révérence. Voilà. Eh ben, on le remercie de t'avoir accompagné. Peut-être si tu as abordé ça avant, ton collègue a vu des signes, en tout cas il te parlait de tu tires trop sur la corde, mais est-ce que toi aujourd'hui avec du recul tu as vu qu'il y avait des signes avant-coureurs? Alors, c'est pas que je les ai vus, je les ai pas vraiment pris pour vrai. Il y a eu des choses qui m'arrivaient. Et je disais, ah, mais ça, c'était une broutille, j'ai pas fait attention, ou n'importe. Mais en fin de compte, c'était parce que je commençais déjà à trop tirer sur la corde et ça fait que le corps commençait déjà à vouloir me dire, il faut arrêter de courir comme ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple comme quoi, par exemple? Alors, un exemple tout simple, je passais la tondeuse et j'ai cassé le mur du voisin. Donc, j'ai cassé la tondeuse même bien, j'ai dû aller voir le voisin, lui faire des dédommagements. J'ai cassé la porte du garage, par exemple. Je n'ai pas freiné assez vite. C'est bête, mais voilà. Ou alors, je me coupais davantage ou je me brûlais davantage. Enfin bon, c'est des inadvertances, on va dire ça, mais ça faisait beaucoup en 1 an. Et c'est vrai que le fait d'assimiler ça, le fait de ne pas me rendre compte qu'en fin de compte, ça existe déjà, ça, je ne comprenais pas. Mais après, de le vivre, sur le moment, tu dis mais non, c'est juste parce que je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi ou n'importe. Tu mets ça sur le compte d'autre chose et pas sur le fait que tu puisses trop tirer sur ta réserve d'énergie, quoi. Et que tu ne te donnes pas assez le temps de te reposer et de te remettre en pleine forme. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Quel serait pour toi le bilan que tu ferais de cette saison-là de ta vie? Alors le bilan, d'un côté, il est très bon parce que je sais que c'est grâce à la prière de tous ceux qui m'ont connue, qui m'ont soutenue et qui me soutiennent encore. Et c'est une grâce de Dieu que je puisse être là. Et c'est beau à voir. Et c'est vrai que la louange m'a toujours portée, m'a aidée à continuer à progresser et à avancer, à ne pas me sentir seule. On se sent comme dans une espèce de puits, on est tombé dedans, on ne sait plus à comment sortir. Et donc, ça m'a beaucoup soutenue. Et l'autre côté, c'était un choc, je pense, pour moi-même. Un choc surtout pour ceux qui m'ont connue, qui m'ont dit « Mais Isabelle, j'ai dit oui, et Isabelle, avant, elle faisait, Isabelle, là, elle ne peut plus. » Et donc, ça, c'était très dur à accepter. Et je sais que cette acceptation, à un moment, me coûte encore parce qu'il y a toujours des choses où je me rends compte que ça ne va pas. Donc, il faut que j'apprenne à accepter. Voilà, tu as trop tiré sur la corde et maintenant, il faut faire avec ce que tu es maintenant. Tu dirais qu'il y a vraiment une notion de culpabilité aussi qui est à gérer avec le burn-out? Je ne sais pas si c'est vraiment une culpabilité, c'est une sorte d'incompréhension parce que tu ne sais pas ce qui t'arrive et pourquoi ça t'arrive. Et des fois, je pense que dans la foi, on pense que Dieu nous épargne quand même. Mais en fin de compte, Dieu nous laisse aussi passer par la vallée. Et quand on passe dans la vallée et que dans la vallée, on ne rencontre personne qui peut nous aider, ce n'est pas évident. Et peut-être, et après je laisserai la parole à ceux qui sont avec moi, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui maintenant serait dans le burn-out, par exemple? Alors, si quelqu'un se trouve dans le burn-out maintenant, ce que je pourrais lui dire, et ce que j'arrêterai pas de répéter, c'est il ne faut, quand tu as passé là-dedans, ne pas forcer à devenir ce que tu as été avant. Tu n'y arriveras pas, il faut te donner le temps. Et si ça ne va pas, si tu n'as pas envie, ne le fais pas, ça ne sert à rien parce que tu vas régresser au lieu de progresser, parce qu'on peut s'en sortir
mais il faut se donner le temps. Il Mm. faut se donner beaucoup de temps. Et ça, c'est des fois incompréhensible parce que quand on carbure à 400% et que d'un coup on arrive à faire du 10% seulement, d'un côté on dit mais c'est Ouais, quoi c'est ça, où elle reste, où est-ce que, et pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'y arrive pas. Et je sais quand j'ai fait la rétrogradation, j'avais fait 4 heures le matin, mais l'après-midi je dormais, je pouvais plus, j'étais épuisée. Et donc c'était quelque chose qui était pour moi incompréhensible parce que je carburais absolument pas comme ça avant mon burn-out. Oui, tu dis que ça prend du temps, c'est de souvenir, hein, la statistique, c'est 6 mois à 3 ans pour se remettre d'un burn-out. Est-ce que les autres, vous aimeriez poser une question ou réagir sur ce que Isabelle est en train de nous partager ? Oui, moi je dirais, est-ce que comment tu comprends la cause profonde, parce que quelle est la cause profonde du burn-out? Parce que souvent on met en évidence chez ceux qui en ont fait la quantité de travail qu'ils avaient à faire, mais curieusement on s'aperçoit qu'il y a aussi des gens qui ont fait des burn-out qui apparemment n'avaient pas une charge de travail en quantité qui paraissait pas très très énorme, et d'autres qui avaient beaucoup de travail, qui n'ont jamais fait de burn-out. Donc, est-ce que c'est vraiment la quantité de travail, ou est-ce que c'est une certaine façon de comprendre le travail, de vivre le travail, de vivre la pression? Je sais pas. Bon, alors ma situation peut-être est particulière. J'ai eu à mon travail 1 an et demi plus tôt, plus ou moins, mon chef qui a dû partir de l'entreprise parce que, voilà, pour des X raisons. Et ça nous a été annoncé comme ça. Et j'ai dû changer de chef. J'ai changé de chef, je crois, 3 fois en l'espace de 1 an et demi. Et chaque nouveau chef qui arrivait, aucun ne voulait savoir ce que je faisais avant, ou ce que j'étais à faire, ou ce que j'avais comme tâche. Donc, c'était toujours des tâches en plus qui arrivaient. Et comme je suis quelqu'un qui n'a jamais appris à dire non, par exemple, donc je ne pouvais pas dire écoute, je ne peux pas, ça ne va pas, parce que voilà, la pression du travail est là, tu n'as pas envie de perdre ton travail, tu étais bien, tu aimais l'entreprise, tu aimais ton service, tu aimais ton département, et donc tu continues à faire et à accepter. Et puis d'un coup, ça devient de trop, parce que tu cours après toutes les marmites qui sont sur le poêle, et sur le feu, pardon, et tu n'arrivais plus à assimiler tout ça. Joy, toi, c'est intéressant, tu travailles beaucoup justement avec des employés. Qu'est-ce que c'est, toi, ta lecture justement du burn-out, même de ce que Isabelle est en train de nous partager? Je travaille beaucoup avec des salariés et puis avec des pasteurs qui ont aussi un peu tendance à courir plusieurs lièvres à la fois. Les paroissiens ne sont pas des lièvres, hein, j'ai envie de dire. C'est gentil, C'est des moutons normalement. Hein. C'est des moutons. C'est des moutons. C'est gentil de préciser. Non, plusieurs. Mais... En tout cas, plusieurs ont plusieurs défis à la fois. Et c'est vrai que mon souci, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut vraiment continuer, qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui. Et finalement, où est-ce que Dieu nous veut vraiment aujourd'hui, pour que justement on n'en arrive pas à des situations comme ça où les uns les autres sont surchargés. Et ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'il faut prendre en compte que chacun est différent et tout le monde ne supporte pas la même pression. Tout le monde ne supporte pas la même charge de travail. Maintenant, moi j'avais une petite question pour Isa, si c'est possible. Ah bah ouais. Voilà, le burn-out, on fait toujours le lien avec le travail. Et si j'ai bien compris, l'origine, comme tu disais, Jean-Marie, elle, en tout cas dans le lieu de travail. Mais j'ai le sentiment qu'au niveau des symptômes, ça peut parfois s'apparenter à de la dépression. En termes de fatigue, finalement de difficulté à faire ce qu'on faisait avant, etc. Est-ce que effectivement ça se ressemble au niveau des symptômes? Alors, Johanna, pour ma part, je ne pense pas que ça a à voir une dépression, parce que c'est vrai que j'ai dû me faire suivre par une psychologue et elle me demandait si j'avais des envies de suicide. J'ai dit non, j'ai pas envie de suicide. C'est pas du tout ça. C'est juste que j'aimerais faire quelque chose et j'y arrivais pas. C'était vraiment un blocage au niveau du cerveau qui était là. C'était un blocage qui était là, et je sais que je faisais partie de la chorale. Je n'arrivais pas à mémoriser les textes des chants, par exemple. Parce que la mémoire était vraiment, elle était bloquée, elle était arrêtée. Et pour moi, chanter était tellement vital, c'était tellement bon. Mais je ne peux pas, pour moi, le burn-out et la dépression, ça peut être côte à côte.
Mais pour moi, c'était pas une dépression. Mais surtout que, je te coupe Isabelle, mais c'est important de le savoir aussi, l'OMS, et c'est quelque chose qui est très récent, c'est d'octobre 2020, si je ne me trompe pas, a choisi de ne pas classer le burn-out dans la catégorie des maladies. Donc c'est important de l'entendre aussi. Aujourd'hui, l'OMS en parle comme un trouble, mais ce n'est pas une maladie comme une dépression. C'est pour ça que quelque chose qu'on retrouve souvent dans le burn-out, c'est notamment l'incohérence sur le lieu de travail à la charge, mais aussi l'incohérence qui fait que le cerveau il n'arrive plus à suivre et à comprendre. Et cette accumulation de choses, c'est souvent une accumulation, hein, Isabelle, qui fait que finalement le ressort casse un petit peu à l'intérieur et l'élan n'est plus là. Oui, je pense que c'était... moi, le burn-out, ça a été déclenché par... J'ai envoyé mon chef à l'étranger et j'ai oublié de lui prendre une chambre d'hôtel. Enfin, jamais de ma vie de carrière de secrétaire, j'ai oublié de prendre un hébergement à mon chef quand je le faisais partir en voyage. Enfin bon, pour moi, c'était incompréhensible qu'un détail comme ça puisse m'échapper, quoi. Qu'à la maison, je puisse me couper dans les doigts, à la limite, que je casse la tondeuse, c'est pas grave. Mais au travail, pour moi, c'était vraiment trop. Je me disais, voilà, c'est pas possible que j'ai raté ça. Voilà, il y avait trop à gérer. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant, et moi, c'est peut-être cette notion-là, il y avait des signes avant-coureurs. Et souvent, ces signes avant-coureurs, on n'y prête pas attention, parce que c'est des petits signes, mais c'est l'accumulation souvent de ces petits signes qui doit nous alerter, et qui doit peut-être alerter les gens autour de nous, parce que souvent, nous, quand on a la tête dedans, on ne le voit pas. Je ne sais pas, Jérém, qu'est-ce que tu... Mais moi je voudrais me poser une question à Isabelle, mais parce que c'est vrai qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui a été touché ou qui est touché par le burn-out. Toi, quel conseil, vu que tu es passé par là, quel conseil, toi, tu donnerais à ces personnes-là, ou même de nous donner nous-mêmes des conseils pour pouvoir conseiller du coup les autres? Quel serait le meilleur conseil pour toi? Le meilleur conseil, c'est que je sais que moi, on m'en a parlé, que je devrais lever le pied, mais voilà, j'y entendais rien parce que j'ai toujours carburé comme ça. Et c'est vrai que de nos jours, je pense que l'attention a quand même été éveillée dans la majorité de la population et qu'on sait ce qu'on c'est un burn-out. Et je dirais que vous, en tant que pasteur ou en tant qu'ami, ce serait bien de rendre les gens attentifs au fait que ces gens-là sont en train de descendre tout lentement dans la piste de ce burn-out et de faire face à ça. Et c'est vrai que des fois, ou alors même leur dire, mais pourquoi vous ne preniez pas contact avec quelqu'un qui a passé par là, qui vous explique, et que vous puissiez peut-être prendre autrement conscience de la situation pour éviter d'arriver à ce disjoncteur qui saute. Merci beaucoup Isabelle pour ce temps de partage avec toi. Merci beaucoup. Merci. Et puis vraiment que le Seigneur te bénisse pour la suite, pour tout ce qui est devant toi, encore de beaux projets, je le crois. Hein. Merci. Bah oui, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao. Salut Isa. Ciao Isabelle. Bye Ciao. bye. Bye. Moi, j'aime ces témoignages de vie qui sont authentiques, hein, qui ne sont pas tout est beau, tout est parfait. Mais c'est sûr que le burn-out, aujourd'hui, c'est vraiment un trouble de la société. Et je dirais que c'est même un des résultats de la société dans laquelle on est, hein, dans le fonctionnement. Je ne sais pas, Jean-Marie, qu'est-ce que tu... Oui, moi, ça m'a étonné que tu dises qu'on ne l'ait pas reconnu comme une maladie. Mais j'ai été très étonné. Parce que Isabelle dit tout à la fin, et je trouve que c'est vraiment symptomatique, elle dit, avant que le disjoncteur saute, la dépression, ça se construit dans le temps, ça s'aggrave, voilà. Alors que le burn-out, bien sûr, il y a des signes avant-coureurs, mais contrairement à la dépression, ça se déclenche d'un coup. Il y a un avant et un après. Voilà, ouais. tout d'un coup, quelqu'un se couche un soir, il est encore dans tous ses projets, tous ses trucs, et il se lève le matin, il se réveille et il ne sait plus attacher ses godasses. Il y arrive. Il est cuit, quoi. Ouais. C'est littéralement comme un bouton, un interrupteur. Dans le cerveau, il y a un interrupteur qui s'est mis sur off. Et tu peux faire comme tu veux, il est sur off. Tous les circuits qui sont correspondants ne fonctionnent plus. Le gars ne sait plus rien. Alors ça, c'est peut-être des cas extrêmes, hein, puisqu'il y a évidemment des degrés, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment une maladie. La preuve, c'est que ceux qui sont vraiment dedans, même quand ils voudraient vraiment, ils ne peuvent pas. Mais moi, je pense qu'on devrait peut-être davantage creuser dans les causes sur
le rapport qu'on a à ce qu'on fait. C'est pas, je pense que c'est pas seulement la quantité. Évidemment, si on est toujours submergé, par exemple, quand quelqu'un ne traite que de l'urgent, si on traite que de l'urgent, on est en danger. On ne doit pas traiter que de l'urgent. Mais c'est pas que la quantité, c'est le rapport que j'ai à ce que je fais. Oui, mais il y a le côté aussi d'être possiblement dérangé à n'importe quelle heure pour certains. Il y a il y a un style de société qui est très dangereux. constat de dire, et aujourd'hui encore une fois, je réinsiste, mais sur le Covid, avec le Covid, on est au télétravail, et aujourd'hui les gens le disent, et statistiquement, je crois qu'ils travaillent 15% de plus en télétravail. Parce que c'est plus simple en fait, il y a moins cette déconnexion, cette séparation, mais ça me tend la perche justement pour la suite, et j'aimerais parler avec vous justement de la notion de travail, et l'intitulé que je me suis mis pour cette petite discussion, pour terminer cette émission, c'est « Faut-il considérer le travail comme une punition ?» Alors je sais que je prends un peu un parti, je dis pas que je pense que je suis puni, c'est pas du tout ça, mais au vu de des résultats qu'il peut y avoir à un travail qui est mal géré, je veux dire, Adam et Ève, ensuite c'est à la sueur de ton front, mais c'est à cause de son péché que c'est à la sueur de son front. Est-ce que, du coup, on peut dire, sur le plan biblique, sur le plan spirituel, que le travail, c'est une punition, c'est la conséquence du péché, et c'est tout, en sachant que le travail, c'est, si je ne me trompe pas, c'est tripalium, et c'était un instrument de torture à l'époque. Oula. D'accord. Jean-Marie, tu me confirmes pas ça ? Pourquoi pas ? Je suis quasiment sûr. Je crois que je suis quasiment sûr à 90%. C'est quasiment sûr. C'est pas sûr. Quasiment. Mais tripalium, c'est ce qui a donné le mot travail. C'est un instrument de torture. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça peut être un travail. Ça peut être aussi, en vieux français, c'est aussi un instrument à trois pieds où on attachait un cheval, quand on voulait le maréchal Ferrand devait changer ses fers, etc. Ça s'appelle aussi un travail. Dans ce cas-là, le mot travail donne des travails et non pas des travaux. Ok. Bon, enfin, tu vois, si on veut faire un peu... Si on apprend des choses ici. Si on veut faire vous voulez vous intéresser au monde équestre, si vous voulez faire Jean-Marie. Si vous voulez faire un peu de français, on peut faire. Mais quelle est votre position, Joy ? Moi, il me semble que Adam et Ève travaillaient déjà avant le péché, en fait, puisqu'il prenait soin du jardin, il a donné des noms aux animaux. Donc, en soi, il me semble que le travail est une bénédiction et est nécessaire à l'épanouissement. Je veux dire, des gens qui sont au chômage pendant longtemps dépriment souvent. Parce que alors, j'avais pris soin de chercher un verset. Et j'ai oublié ma feuille là-bas. Et vas-y, sors-nous. Jérémy va te le dire tout de suite. Mais non, voilà. Donc, moi, j'ai une chanson. J'ai un verset. Les versets, c'est Jean-Marie. Jérémy, c'est les chansons. Avec Jean-Marie. Après, on va vous chanter. On fera un petit duo. Non, mais qui dit que finalement, le travail est le plaisir de l'homme. Et moi, je pense vraiment qu'il y a une part d'épanouissement dans le fait de réussir dans son travail, dans le fait, et que Dieu nous a fait pour être créatifs, pour faire des choses, pas pour végéter. Sinon, il nous aurait fait plante verte, quoi. Ouais. Je pense que le travail est devenu une punition après la chute, mais il était une bénédiction, mais à cause du péché, il devient difficile, quoi. Mais comme dit Johanna, avant, ils étaient quand même aussi déjà responsables des espaces verts. Hein. Ah, mais c'était pas petit, hein. Non, mais je suis 100% d'accord avec vous. Hein, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, donc j'en reviens à ma question, du fait qu'il y a eu la chute, etc., faut-il considérer aujourd'hui le travail comme une punition ? À cause de la chute, Jean-Marie. Qu'en penses-tu ? Moi, je dirais oui, un peu en partie, mais en même temps, c'est cette question de rapport qu'on a à ce qu'on fait qui, je pense, qui est important. Un peu en partie, c'est une punition, et d'un autre côté, c'est aussi un facteur de réalisation de soi, d'épanouissement. Ouais. Mais alors, je vais vous poser une question qui va, je pense, parler à beaucoup de gens qui nous regardent, parce que c'est souvent le cas. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien ne soit pas heureux dans son travail ? Je veux dire, un chrétien ou pas un chrétien, je veux dire, de travailler... moi, j'ai nettoyé des vitres pendant 20 ans.
Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est un travail hyper épanouissant, quoi. Je veux dire, c'est tu vas bosser parce que tu nourris ta famille et parce qu'il faut aller travailler. Parce qu'il faut de l'argent. Maintenant, le travail en soi n'était pas épanouissant, mais j'y allais avec joie parce que le Seigneur vit en moi et parce que je suis heureux d'aller travailler, d'aller rencontrer des gens. Et je me dis, là où je me trouve, Dieu peut m'utiliser, quel que soit le travail que je peux faire. C'est ça qui me donnait la joie, en fin de compte, d'aller bosser. Mais le travail en soi n'était pas super épanouissant. Quelqu'un qui est à la chaîne aujourd'hui, on peut pas dire... Alors, je sais pas, hein, moi, je me verrais pas trop à la chaîne, je préférerais travailler dehors, mais je suis pas sûr que c'est super épanouissant. Mais s'il y va en disant, mais Seigneur, merci, parce que dans mon travail, tu vas m'utiliser, alors automatiquement, ma façon de voir mon travail va être un champ de mission, en fin de compte, où tu vas pouvoir être un témoin au travers de ta joie, de ta paix que tu peux apporter. C'était la question que je voulais vous poser. Quoi faire quand on n'aime pas son travail? Comment faire pour l'aimer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout même en tant que chrétien. Je pense que pourquoi je faisais le distinguo, c'est parce que normalement, on est sur cette terre pour un royaume plus grand, pour un but plus grand que juste le travail. Et c'est réussir à trouver ça. Mais est-ce que vous avez d'autres conseils pour aimer son travail, trouver une source de joie dans le travail, même si le travail en soi ne nous passionne pas, quoi? Moi, je verrais... Pour moi, le plus difficile, c'est si je devais faire un travail que j'aime pas et dans lequel il n'y ait pas de relation humaine. Ça, là, j'aurais vraiment de la peine, style casser des cailloux, enfin bon. Mais s'il y a des rapports avec des gens, alors je vois toujours un objectif possible de créer des relations. Il y a un défi d'aimer les gens, il y a un défi de leur apporter quelque chose. Donc, même si ça peut être très difficile, mais je pense que j'arriverai à me trouver un défi, à me trouver quelque chose à réaliser avec eux, quoi. Mais je reconnais que j'aurais de la peine si je devais uniquement faire un truc avec des objets. Je pense que le fait parce qu'un chrétien, dans son travail, il prie aussi, enfin, je veux dire, il doit avoir une relation avec le Seigneur, de se dire, au lieu de dire « Seigneur, donne-moi un autre travail », c'est peut-être la prière de se dire Seigneur, donne-moi de pouvoir être un instrument là où je me trouve. Et peut-être que aussi Dieu peut mettre de nouveaux défis dans les cœurs, des nouveaux défis au niveau du travail, même si c'est pas le truc qui est le plus intéressant. Il y a ce verset qui dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Je pense que ça nous montre aussi le niveau qui nous met. Joy, est-ce que toi tu voudrais dire quelque chose? Je pense vraiment qu'il y a des métiers quand même éprouvants physiquement. Je vois mon mari, il passe ses journées dehors à porter des lourdes charges, etc. Je veux dire, je pense qu'aussi, il y a parfois... Et physiquement c'est éprouvant, au bout d'un moment ça peut emmener une fatigue qui peut taper sur le moral en fait. Et je pense vraiment d'essayer d'avoir un équilibre de vie qui fait que si je m'épanouis pas dans mon travail, dans ce qu'il est directement, comme tu disais Jean-Marie, réussir, je sais pas, au contact client, d'être un témoin pour ceux qui sont là et briller en fait à ce niveau-là, ça donnera un entrain à aller au travail. Et puis aussi, je pense avoir à côté d'autres choses qu'on aime faire. Ne pas se restreindre à je fais mon boulot, métro, boulot, dodo. Si on n'aime pas son boulot, je pense que c'est important de faire autre chose à côté qui va épanouir. Et, mais moi, c'est vrai que je me suis souvent posé la question, peut-être qu'on n'aura pas la réponse, mais à l'époque, il n'y avait pas autant de choix de métiers. Et souvent, les métiers se transmettaient de père en fils. Et je me suis souvent demandé, mais est-ce qu'ils aimaient vraiment faire ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'il y avait ce même phénomène de déprime au travail? Parce qu'on avait l'impression que leur carrière était toute écrite, quoi, qu'ils n'avaient pas le choix. Et je trouve que parfois, c'est même plus difficile, enfin pas plus difficile quand tu as le choix, mais ça peut avoir un côté angoissant de se dire, en fait, je pourrais faire ça, est-ce que ce serait mieux pour moi? Est-ce que vraiment ça va me plaire jusqu'à la fin? Voilà. Mais il y avait, je pense, une réalisation dans ce que les gens faisaient. Comme ton mari, il pose des fenêtres, tout ça. Quand il a fini, il peut regarder ce qu'il a fait et dire, bon,
j'ai fait mon travail, c'est bien fait. Ouais. Le pire, c'est celui qui travaille sur une chaîne Voit et pas qui la met fin. un truc bidule vert dans la boîte rouge. Il sait ni à quoi sert le truc bidule vert, ni à quoi sert la boîte rouge. Et il doit faire ça toute la journée. Donc il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but. Moi, le peu que j'ai travaillé quand j'étais, enfin pas à la ferme quand j'étais. Non, mais Jean-Marie, Attends, je reprends. tu as été démasqué, tu t'es démasqué. Je reprends à l'envers. Chercher un feignant, il est là. J'ai beaucoup travaillé. Mais quand j'étais jeune, j'ai travaillé chez mon oncle dans une ferme. Et franchement, je trouvais que c'était très, très... J'aimais beaucoup. Stimulant. J'aimais beaucoup. On était dehors tout le temps. Bon, puis c'était en Haute-Savoie. Je regardais le Mont Blanc là Ah dehors. ouais, c'est beau ça. Mais j'aimais beaucoup travailler dehors. Et je pense que les populations rurales comme ça, oui, c'est vrai, ils reprenaient le travail de papa qu'il avait hérité de grand-papa. C'est ça. Mais on fait quelque chose, on réalise quelque chose. Il y a une gratification de saison après saison, tandis que maintenant, beaucoup de gens font des trucs qui ne leur apportent pas de sens. Oui, et pas que, parce qu'il y a, par exemple la fatigue physique. Bon, il y a aussi la fatigue intellectuelle qui est d'être tout le temps derrière un ordinateur, ce qui est aussi lourd. Et puis, il y a, et moi j'ai des amis qui sont dans ça, qui sont dans un travail, mais oui, s'ennuient. Et ça, franchement, pire, hein. J'ai l'impression que c'est pire. Moi, j'en ai notamment un, il a changé 3 fois de travail parce qu'il s'ennuyait. Pas parce qu'il avait pas, parce qu'il s'ennuyait. Et j'ai un autre, il a demandé à son patron, il a dit, regardez, sur tant et tant d'heures, j'utilise que ce nombre d'heures-là parce que j'ai pas assez de travail. Donnez-moi plus de travail. Et il lui en donne pas. Mais c'est dur pour lui. Il est puni. Mais c'est dur parce qu'il le fait bien son travail. Mais il dirait, t'as l'impression de servir à rien. À la fin de sa journée, il dit, mais je suis payé à quoi et je pense qu'on est vraiment dans quelque chose, c'est intéressant que tu parlais du sens, mais perdre le sens de pourquoi je le fais, ça perd aussi la place du travail dans ce qu'elle est censée être. C'est ce que tu disais, ça ne doit pas être le centre de notre vie, le travail. Mais ça a sa place. Ça ne doit pas être l'objectif. Pour moi, la carrière et tout ça, ça ne doit pas être l'objectif en soi, surtout pour un chrétien. Mais il a sa place quand même. C'est réussir à trouver cet équilibre. Et si effectivement tout n'est pas satisfaisant dans le travail même, il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre de donner une dynamique à notre vie et une raison pour laquelle on se lève le matin, quoi. Écoutez, le temps est passé, mais je vous remercie vraiment pour ces instants. Merci à Isabelle qui nous a écoutés. Chers amis, je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas, vous pouvez regarder en replay, vous pouvez regarder demain, après-demain, dans 6 mois, ce sera toujours en ligne. Vous pouvez le partager à vos amis si ça vous touche, si vous pensez que ça peut leur parler aussi. C'est une discussion simple, on aborde beaucoup de choses avec beaucoup de simplicité, mais je le crois, ça peut faire du bien. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour votre assiduité chaque semaine, chaque vendredi à 19h. Que le Seigneur vous bénisse et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.